c'est l'heure du quart d'heure savoyard, ce quart d'heure qui aujourd'hui va prendre une connotation toute particulière puisqu'il va faire 1 heure, émission spéciale. On n'est pas à Marseille là. Non, nous ne sommes pas à Marseille, mais on l'agrandit quand même. Vous avez reconnu la voix de la personne qui vient de parler. Nous avons le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Hervé Guémard, président du département de la Savoie. Monsieur le Président, bonjour. Merci de m'inviter. Soyez le bienvenu avec nous. Donc, nous avons eu au cours de ce partenariat, nous avons eu Luc Berthoud pour parler du budget citoyen. Nous avons eu Florian Maître pour parler des déplacements, Nathalie Schmitt pour parler des collèges et de la jeunesse, Auguste Picolet pour parler des routes et des infrastructures. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, on va parler peut-être un petit peu de l'activité du département au cours de l'été qui arrive, au niveau des voies cyclables, au niveau de la culture, avec notamment les estivales du château et puis d'autres projets. Et puis, nous verrons ensuite dans une deuxième partie, on va élargir un petit peu, puisque il y a 82 ans maintenant, le général de Gaulle était à Londres depuis quelques heures avec Geoffroy Chaudron de Courcelles. Il attendait l'autorisation du gouvernement britannique pour parler sur la BBC. Il y a tout juste 82 ans demain, l'appel du 18 juin. Et nous avons l'honneur de vous avoir aussi en tant que président de la Fondation Charles de Gaulle. Vous êtes maintenant le gardien de la pensée gaulienne, après les Malraux, les Paleski, les Mesmer et tant d'autres. Donc nous parlons un petit peu de ça, puis nous saluerons également votre élection récente à l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes devenu immortel à la place du fauteuil du cardinal Etchegaray. Donc on parlera un petit peu de tout ça tout à l'heure. Mais avant toute chose, quand même, nous sommes le 17 juin, qui me sera permis de vous souhaiter une bonne fête. Ah oui, c'est vrai. C'est la Saint-Hervé aujourd'hui. Merci. Hervé Guémard qui nous fait donc l'honneur et le plaisir d'être avec nous. De vous, on sait beaucoup de choses, ancien député de la Savoie, ancien ministre, vous présidez le département de la Savoie depuis 2008, après l'avoir déjà fait de 1999 à 2002, après Michel Barnier, puis ensuite il y a eu l'époque de Jean-Pierre Vial entre vos 2 mandats. L'actualité du conseil départemental de la Savoie, en quelques grandes lignes, c'est quoi pour vous actuellement ? D'abord, il faut parler de la Savoie à son ensemble, qui est le département que nous aimons, qui est formidable, de diversité, de vitalité. Nous avons été très impactés sur le plan économique par le confinement lié à la Covid. On est un des départements de France, il ne faut pas l'oublier, qui a été le plus touché en baisse d'activité économique. Et depuis l'année dernière, nous connaissons un rebond avec... comme un peu partout en France, beaucoup de tensions sur l'emploi, où beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Ce qui est vrai aussi, c'est que comme partout, nous assistons à une reprise de l'inflation. Donc, la situation économique est pour moi toujours un sujet de vigilance, et notamment sur de grands dossiers industriels, notamment, comme celui de Ferropem Château-Feuillet, en parenthèse, où nous nous battons derrière Vincent Rolland et Martine Berthet pour trouver un repreneur. Donc voilà. Donc globalement, la Savoie est belle. Je crois tout que à fait. Ça, personne ne peut le contester. Le monde est d'accord. Il y fait bon vivre. Oui. Mais il faut toujours remarquable. être très attentif d'abord à la situation économique et son corollaire, la situation sociale. J'étais hier à Montmélian pour notre université sociale que nous faisons régulièrement et où des Savoyardes et des Savoyards viennent exprimer sans filtre leurs besoins, leur situation, leurs attentes. Et je peux vous dire que c'est toujours un retour sur soi et sur nous en tant que collectivité qui est très important. Donc, pour résumer d'un mot, notre préoccupation, c'est évidemment le bien-être des Savoyards pour aujourd'hui et pour demain, puisque l'action politique, c'est évidemment de traiter les problèmes du moment, mais aussi de se dire quelle sera notre Savoie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc il faut toujours avoir les pieds sur terre, bien enracinés,
mais aussi imaginer et préparer l'avenir. Vous êtes né à Bourg-Saint-Maurice, donc en Haute-Tarentaise. Vous avez une carrière qui vous a emmené à travers le monde, des postes ministériels également qui vous ont emmené à travers le monde. Comment est-ce que vous avez vu cette évolution de la Savoie depuis votre naissance à Bourg-Saint-Maurice, la Tarentaise, la Savoie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en introduction? Oui, je suis né à Bourg où j'ai été jusqu'en 3e. Ensuite, j'étais interne au lycée Jean Moulin d'Albertville, donc j'ai connu Albertville à la fin des années 70. Et puis j'allais aussi, bien évidemment, souvent à Chambéry, à Aix d'ailleurs. Je venais chez le médecin à Aix-les-Bains, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas des spécialistes partout et on venait de Bourg-Saint-Maurice à Aix-les-Bains pour consulter un spécialiste. Donc, c'est aussi une autre époque. C'est aussi une autre époque. Donc, la Savoie a évidemment formidablement changé du point de vue de ses infrastructures. Alors évidemment que les jeunes ne s'en souviennent pas, mais à l'époque, l'autoroute n'arrivait pas jusqu'à Chambéry, le TGV n'existait pas, il est arrivé seulement au début des années 80, donc il y a eu un formidable équipement de la Savoie en infrastructure de transport. Il y a eu aussi, sous l'impulsion de Michel Barnier, un formidable effort en faveur de l'environnement. Bien sûr, bien sûr. Je dis encore dans les années 80-90, on avait des décharges sauvages un peu partout qui fumaient. Et donc, Michel Barnier avait mis en place un programme avec Michel Dantin d'ailleurs, qui était à l'époque en charge de l'environnement au Conseil général, qui s'appelait la Savoie Signe Nature, pour éradiquer tous ces points noirs paysagers et polluants en Savoie. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je trouve que la Savoie s'est beaucoup embellie et diversifiée sur le plan économique, parce qu'on a toujours cette agriculture, notamment de montagne. On a bien sûr cette industrie qui a plutôt bien résisté face à la mondialisation, puisqu'on a perdu beaucoup d'emplois industriels entre 1975 et 1995, mais depuis 1995, l'un dans l'autre, on s'est maintenu, ce qui est une vraie performance. Évidemment, on a le tourisme et toutes ces mutations, mais notamment grâce à l'accélérateur qui a été Savoie Technolac, là aussi autre initiative du conseil départemental, on a aujourd'hui une économie beaucoup plus diversifiée qu'avant, et cette diversification de notre économie, c'est évidemment notre avenir. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. On va parler maintenant un peu de l'actualité du département pour les 2 mois qui arrivent, pour l'été, et notamment de l'effort, du grand effort qui est fait pour le vélo, pour les cyclables, et puis on parlera de culture aussi. Et la culture, je sais que c'est un domaine qui vous intéresse beaucoup, beaucoup. Au niveau du vélo, il y a 3,5 millions d'euros par an en moyenne, hors réalisation majeure, qui sont investis par le département pour des infrastructures cyclables. 3,5 millions d'euros, plus 2 millions dans le cadre des contrats territoriaux depuis 2014. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plan vélo que vous avez voulu mettre en place, sur ces déplacements doux, justement, pour aussi préserver notre environnement et notre cadre de vie? Alors d'abord, là aussi, le département de la Savoie a été pionnier, puisque nous sommes fondateurs de l'association des départements cyclables de France, dont j'ai été le président il y a 20 ans, et qui s'appelle maintenant Vélo et Territoire. Au département, nous avons 2 élus très impliqués, Auguste Picolet, vous l'avez cité, et bien évidemment Florian Maître, qui est le local de l'étape, si je puis dire, et qui fait un travail formidable pour ce plan vélo en Savoie. Alors pour résumer, nous avons des aménagements cyclables déjà à hauteur de 150 km en site propre. Nous avons fait 90% du travail. Maintenant, depuis 2 ans, nous aidons les agglomérations pour les traversées d'agglomération, parce que la rase campagne, c'est pas trop difficile à réaliser, mais évidemment, dès qu'on est en milieu urbain et périurbain, c'est plus compliqué. Donc, nous aidons les agglomérations pour cette traversée, pour assurer la continuité. Et comme vous le savez, notamment dans le secteur, il y a de grands projets. C'est plus des projets, c'est des réalisations, comme via Rona,
qui est un sujet formidable. On notamment a en Chautagne, on a la montée de Châteaufort à Meaux qui sera réalisée en 2023. Nous faisons actuellement des travaux entre Laloy et Serrières suite à un effondrement. Il y a la véloroute des Cinq-Lacs, Annecy, Rumilly, Aix-les-Bains. Aujourd'hui, il y a 40 km réalisés. À terme, ce sera 160 km. Et puis, nous y avons ce point noir que nous sommes en train de régler entre Bourdeaux et le tunnel du Chat, sur 1 kilomètre, puisque on en a absolument besoin, parce que vous savez que depuis que nous avons fait ces grands travaux, 50 millions investis sur le tunnel du Chat, avec le tunnel parallèle, c'est devenu un itinéraire cyclable, sécurisé, sûr, sécurisé, très fréquenté, majeur de notre département. Alors comme on est ici à Radio Grand Lac, je ne vais pas détailler ce que nous faisons en Maurienne. Si, mais on peut en dire un mot parce que nous sommes écoutés à travers le département. Et en Tarentaise, mais nous n'oublions pas la Maurienne avec la V67 et puis le trajet Ugine-Montmélian, qui est en grande partie réalisé et où des travaux vont être faits, notamment du côté de Cruet, Arbin et au giratoire de Pont-de-Grésy. Voilà. D'accord. Je crois que vous-même, vous êtes un adepte du vélo, de la petite reine, vous en faites? Oui, j'en fais. Dans mes journées parisiennes, ça fait des décennies que je me suis toujours déplacé à vélo. Et puis en Savoie, quand j'ai le temps, ou plutôt quand je fais en sorte d'avoir le temps, parce qu'il faut avoir le temps pour faire du vélo. Il ne faut pas se dire, on ne peut pas faire ça en une demi-heure, 1 heure. Il faut au minimum 2-3 heures. Donc, dans un emploi du temps, c'est pas toujours facile à caser, mais j'essaye d'en faire le plus possible. Et puis, il y a cette sensibilisation du vélo des plus jeunes et notamment des collégiens. Ah, ça, c'est un sujet majeur. On rappelle que les collèges sont de la compétence du département. Dont Nathalie Schmitt a dû vous parler, puisque nous éduquons avec l'éducation nationale les collégiens au vélo, puisque c'est bon pour la santé, c'est bon aussi pour l'environnement, mais il nous revient en tant que responsable des collèges, en tant que bâtiment, d'assurer la sécurité, c'est-à-dire non seulement pour les collégiens, mais pour les enseignants, le personnel administratif et de service qui travaille dans les collèges. Donc nous aménageons des hangars à vélo sécurisés, et puis avec les communes, nous travaillons pour la sécurisation des voies d'accès au collège. Et puis on voit qu'on pousse même au niveau du département à être vraiment efficace, notamment au niveau de la gouvernance. Et Florian Maître, vous en avez parlé, réunit même les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, pour voir comment être le plus efficace dans cette politique, j'allais dire, vélo. Oui, c'est absolument indispensable. On a fait une réunion il y a quelque temps, c'est au mois de mai, au phare à Chambéry, où nous avons réuni tous les élus savoyards et les associations de cyclistes savoyards pour faire le point sur le réseau routier pour les vélos en Savoie. Voilà. Et donc, Florian Maître, effectivement, préside ce comité informel, de manière à ce qu'on voit où il y a des chaînons manquants, et qu'on apporte les réponses les plus efficaces et les plus rapides possibles. Nous sommes toujours en direct, il est 11h14, c'est le quart d'heure savoyard qui se termine, mais non, parce qu'on va le multiplier ce quart d'heure. Nous avons la chance et le privilège d'avoir ce matin un entretien exceptionnel avec Hervé Guémard, président du département. On va faire une petite pause musicale, puis ensuite on parlera de l'agenda culturel mis en place par le département, notamment des estivales du château qui sont très connus, et d'autres événements. Ne partez pas, 92.1, radiograndlac.com. Nous sommes toujours en direct, encore un bon moment avec Hervé Guémard, président du département de la Savoie. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac et c'est en direct, c'est juste maintenant. Radio Grand Lac, radio de proximité par excellence, qui est en partenariat avec le département, collectivité locale de proximité par excellence aussi. Et donc, c'est un vendredi par mois, le premier vendredi du mois, où on explore un petit peu les compétences du département, les actions menées par le département de la Savoie. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir un entretien exceptionnel, alors qu'il est sur la route de Colombelles et
deux églises, mais on en parlera tout à l'heure avec Hervé Guémard, président du département de la Savoie. On a parlé dans une première partie de vélo, on a parlé de déplacement doux, de pistes cyclables. C'est une volonté très forte du département depuis déjà longtemps de développer cet usage du vélo pour qu'on puisse conserver notre cadre de vie savoyard et que l'on aime tellement. Et maintenant, on va parler de l'agenda culturel de l'été, puisque le département de la Savoie a aussi une belle mission au niveau de la culture. Oui, c'est une très belle mission, la culture, la lecture publique, et c'est piloté au département par Renaud Beretti, qui est un homme de culture, donc qui réussit à merveille dans cette fonction. Donc, comme toujours, et cette année on revient à la normale, puisqu'il n'y a plus de confinement, nous avons les estivales de l'été qui vont se dérouler, les estivales du château du 24 juin au 6 juillet. Donc c'est une dizaine de spectacles totalement gratuits. C'est un événement qui a été voulu par Jean-Pierre Vial, d'ailleurs, il y a bientôt 20 ans, en 2003, donc c'est le 19e anniversaire, et nous aurons réuni 400 000 visiteurs au cours de ces 2 décennies, et il y en a vraiment pour tous les goûts, de la musique classique, du soul, du rock, voilà, il y en a pour tous les goûts, et c'est vraiment du jazz bien sûr, c'est vraiment un très très bel événement. Et puis c'est vrai que c'est dans le cadre prestigieux de la cour d'honneur avec la Sainte-Chapelle en arrière-plan. Oui, alors ce château, c'est un joyau, vous savez, il appartient aux Savoyards, puisque quand la Savoie est devenue française en 1860, Napoléon III a donné le château des ducs de Savoie au Conseil général à l'époque. Et donc, moi, mon souci, c'est évidemment de l'ouvrir le plus possible au public. Mais nous avions réussi il y a bien longtemps à le faire pour qu'il soit ouvert en permanence. Mais là-dessus sont arrivés les attentats terroristes, le plan Vigipirate, puisque nous hébergeons bien évidemment la préfecture, et notamment le préfet. Donc depuis le plan Vigipirate, on ne peut pas l'ouvrir tout le temps. Alors là, c'est quand même formidable, parce que pendant cette fin du mois de juin, ce début du mois de juillet, avec les estivales notamment, tout le monde aura accès au château. Et on rappelle que ce sont des spectacles totalement gratuits. C'est totalement gratuit, c'est le parti que nous avons retenu, et nous sommes très heureux de pouvoir l'offrir non seulement aux Savoyards, mais à tous les gens de passage. Et il y a de nombreux touristes. On a énormément de retours positifs de ce bel événement. Alors ça va commencer le 24 juin avec Oshi. On pourra peut-être prévoir un titre pour la prochaine pause le 24 juin. Donc voilà, tous ces concerts qui sont gratuits. L'accès à la culture pour tous, voulu que vous voulez mettre en place au niveau du département, représente une enveloppe de fonctionnement de près de 6 millions d'euros, qui se traduit notamment par le soutien à la lecture. On a parlé, d'ailleurs, vous aviez déjà agi au niveau national pour le livre. Oui, en 2009, j'étais député, j'avais fait un rapport qui a été publié aux éditions Gallimard et à la documentation française qui s'appelle Pour le livre, sur l'économie du livre, notamment avec l'irruption du numérique. Et c'est vraiment une des missions parlementaires qui m'a le plus passionné. J'ai pu faire voter une loi qui a été votée à la satisfaction générale. Donc pour moi, ça reste une de mes fiertés de parlementaire d'avoir agi pour le livre. Donc 6 millions d'euros donc pour le soutien à la lecture, au réseau des musées, aux festivals, aux établissements d'enseignement artistique à hauteur de 849 000 euros, ou encore à la création des diffusions artistiques dans le cadre de nombreux programmes. C'est vraiment très très vaste. Vous voulez avoir une politique culturelle riche et pour tous? Oui, parce que la culture pour tous, c'est très important. Vous savez, André Malraux, qui fut mon prédécesseur à la tête de la Fondation Charles de Gaulle, à sa création, a été le premier un de vos maîtres aussi. Voilà, qui a été le premier ministre de la Culture, et c'est lui qui a rédigé le décret d'attribution de son ministère. Et il avait écrit, je cite de mémoire, rendre le plus grand nombre possible d'œuvres culturelles au plus grand nombre. Donc c'est bien ça l'idée. Donc on le fait en direct. Par exemple, on va en reparler du musée savoisien, bien sûr, on va en parler dans la lecture publique, etc. Mais on aide énormément d'établissements et d'associations.
d'établissements culturels comme Malraux à Chambéry, comme le Dôme Théâtre à Albertville, mais aussi beaucoup d'associations qui œuvrent dans le domaine culturel. Donc pour nous, c'est vraiment un axe très important de notre politique, parce que c'est la culture qui fait grandir les hommes et les femmes, qui leur permettent d'avoir un libre arbitre. De se dépasser un petit peu aussi. Se dépasser. Et dans cette société frénétique où on est accablé numériquement, on est bombardé en permanence avec nos téléphones, avec la télé en continu, etc., avec les réseaux sociaux, etc., je pense que la culture pour tous est encore plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Quels sont vos projets pour les prochaines années au niveau de la culture ? Écoutez, notre grand projet, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est bien évidemment le musée savoisien. Le musée savoisien a été créé en 1913. On était dans une situation un peu compliquée parce qu'il était géré par la ville de Chambéry, mais la plupart des collections appartenaient au conseil départemental. Donc nous nous sommes entendus avec la municipalité de Chambéry, c'était Bernadette Laclais à l'époque qui était maire de Chambéry, pour que le musée savoisien devienne un musée départemental. Donc, de compétence du département. Donc maintenant, c'est un musée qui est départemental. Le personnel est du personnel départemental. Dès que cet accord a été trouvé avec la mairie de Chambéry, j'ai voulu qu'on le restructure complètement. Parce qu'il était formidable, mais sur le plan des murs et sur le plan de la muséographie, il fallait faire quelque chose de nouveau. Donc, de grands travaux. Plus de 28 millions d'euros d'investissement, un agrandissement des espaces d'exposition, et ces travaux sont longs. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un monument historique. Oui, tout à fait. Donc quand c'est un monument historique, on peut pas faire ce qu'on veut, et heureusement d'ailleurs. Ensuite, parce que il y a ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Donc, quand on creuse, on fait de l'archéologie préventive et puis on trouve des choses. Donc, les archéologues viennent, ça prend un peu de temps, donc ça retarde les travaux. Et puis enfin, il y a eu la Covid, bien évidemment, qui, pour les entreprises du bâtiment et de travaux publics, a été très compliqué. Surtout que, compte tenu de la nature du travaux, nous devons avoir recours à des entreprises spécialisées. Donc, c'est un peu long, mais j'ai bon espoir que dès l'année prochaine, on puisse le réouvrir. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que les travaux seront terminés, il faut au moins 6 mois avant d'ouvrir le musée, pour des raisons hydrographiques, pour que les œuvres ne soient pas abîmées. Là, on a rentré il y a quelques semaines des éléments emblématiques. Le 31 mai, une date qui doit parler aussi. Voilà, une pirogue qui a été trouvée dans le lac du Bourget, un œuf, entre guillemets, de télécabine de Courchevel, et puis une salle de bain intégrée de la grande Charlotte Perriand, qui a conçu les arcs à la fin des années 60. Donc ce sera un musée pour tous, qui rendra compte de l'histoire et du patrimoine de la Savoie, mais aussi de la Savoie d'aujourd'hui et de demain. Donc je notre pense, histoire commune à tous. Je pense que ce sera assez formidable. On est sur le territoire Grand Lac, on est tout autour du lac du Bourget. Est-ce qu'on peut dire un mot de la grange batelière et de l'abbaye d'Hautecombe qui appartient, je crois, à moitié à la maison de Savoie et au département de la Savoie? C'est-à-dire que corrigez-moi si je me trompe. On a voulu participer à l'animation d'Hautecombe. Et notamment le département a complètement restauré la grange batelière. Donc nous y inaugurons des expositions régulièrement qui ont beaucoup de succès l'été. Et donc cet été, c'est une exposition sur les mines de montagne, parce que beaucoup de Savoyards, sans parler des touristes, ignorent que jusqu'à une date récente, le département était un département minier. Oui, bien sûr. Du charbon, du plomb argentifère, au Moyen-Âge, le sel gemme dans les hautes-vallées, et ces mines, c'était de montagne. Donc, c'était notamment en Tarentaise et en Maurienne,
sans ignorer évidemment le pays d'Arvillard de la Rochette, puisqu'on avait des forges qui sont toujours là d'ailleurs, et qui font honneur au patrimoine, à l'économie de la Savoie. Donc on a voulu faire cette exposition sur les mines de montagne, qui est absolument exceptionnelle. À Moutier, si certains d'entre vous y sont allés. Bien sûr, mais bien sûr, voilà. Moutier, bien sûr. Pour mais comme on est à Aix, on monte pas souvent, c'est ça que je le dis avec le sourire. Il y a une rue qui s'appelle la rue de l'École des Mines. Ouais. Et à Pézène-en-Croix, il y a un palais de la mine qui a été restauré et qui est visitable. Tout simplement parce que sous la période napoléonienne, la prestigieuse École des Mines de Paris, issue de Polytechnique, avait une antenne en Tarentaise. Moutier et Pézène-en-Croix. Voilà. Donc, c'est aussi un site à visiter. J'ajoute que la Savoie se résume pas à sa capitale, Chambéry. Bien sûr. Même si nous l'aimons. Elle a tous ses territoires. Et que nous en sommes fiers. Et qu'on a des musées formidables. Il y a un musée à Saint-Jean-de-Maurienne qui, d'ailleurs, travaillera en étroite relation avec le musée savoisien. Il y a le superbe musée de l'Ours, que je vous conseille dans les Entremonts, qui est un musée qui est en Chartreuse, qui est très visité, qui est vraiment un très très beau musée, qui d'ailleurs sera en réseau avec le Savoisien, parce que j'ai voulu que le Savoisien, le nouveau Savoisien, soit en réseau avec tous les musées des 2 départements savoyards, de façon à ce qu'un visiteur du Savoisien, ça lui donne l'idée d'aller dans un autre musée dans nos pays de Savoie. Donc c'est pour ça que c'est un projet sur lequel nous avons mis beaucoup d'énergie et pas mal d'argent, mais c'est un investissement d'avenir qui me semblait utile. Merci beaucoup. On voit donc un agenda culturel pour cet été particulièrement riche. Est-ce que vous pensez qu'on va encore avoir une belle saison touristique, parce que le département de la Savoie est un département les plus touristiques de France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, 2 mots peut-être sur le tourisme en Savoie? Alors, on a eu une excellente saison d'hiver. Sans doute la meilleure qu'il y ait jamais eu. Il y a sans doute un effet de rattrapage avec les gens qui ont été frustrés ces dernières années. Donc très franchement, ça a été une saison exceptionnelle. Pour autant, ça ne doit pas nous détourner, s'agissant de l'hiver, de la nécessité de repenser notre tourisme d'hiver et d'accueil. Alors, ce qui est vrai, c'est que le département de la Savoie est le département où l'altitude moyenne est parmi les plus élevées. Par exemple, peu de gens le savent, l'altitude moyenne de la Savoie, c'est 1000 mètres supérieure à l'altitude moyenne de la Haute-Savoie. Attendez, on la refait celle-là. Oui. L'altitude moyenne de la Savoie, c'est 1000 mètres supérieure à celle de la Haute-Savoie. Ouais. C'est vrai que l'image de la Haute-Savoie est écrasée, entre guillemets, par le Mont Blanc. Par le Mont Blanc, tout à fait. Mais en fait, quand on regarde, notre altitude moyenne est supérieure de 1000 mètres. Et donc, la plupart de nos stations de ski sont à des altitudes assez élevées. Donc, se posera évidemment pour elles, comme pour toutes les autres, la question du changement climatique et du réchauffement climatique. Donc, parce que j'entends certains dire « Oh là là, comment Savoie, on est haut, on est moins concerné que les autres ». Non, tout le monde sera concerné. Et donc, nous devons développer davantage le tourisme 4 saisons. Donc, dans les 4 saisons, il y a l'été. Oui. Nous avons évidemment un département très attractif, mais on voit bien que dans la communication que nous devons faire, il faut bien insister sur le fait que ce n'est pas un département réservé aux alpinistes. Ouais, tout à fait. Y compris à la randonnée familiale, et qu'on a de tout. Parce que c'est vrai que notre image de montagne et de haute montagne et de capitale européenne du ski, si je puis dire, peut nous nuire l'été, parce que les gens qui veulent randonner l'été en montagne se disent on va dans le Massif central ou ailleurs, où ce sera plus facile. Alors que nous avons en Savoie de très belles balades partout, en moyenne montagne, avec des sentiers balcons, concilier le vélo et la randonnée. C'est pour ça aussi que je reviens sur la culture. Tous les festivals culturels, un peu partout en Savoie, je ne vais pas détailler, dans toutes nos communes, sont très importants
y compris pour le tourisme culturel. Une fondation culturelle comme la fondation Fassim également, oui, bien sûr. est sur le pont, si je puis dire, l'été, avec tous les parcours culturels, les chemins du baroque, Pierre Forte de Savoie, Terre des Alpes, archipel d'altitude, les sentiers de l'hydroélectricité pour visiter les barrages et les centrales EDF. Bref, on a une offre touristique et culturelle l'été assez formidable et il faut la développer. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut travailler sur l'automne, parce que nous avons de très beaux automnes en Savoie. Nos anciens disaient l'été de la Saint-Martin, maintenant on dit l'été indien, mais c'est vrai que jusqu'à la Toussaint, dans tous les territoires de Savoie, on a des sites formidables. On a des vacances de la Toussaint qui depuis quelques années durent 2 semaines, oui, donc c'est quand même long. Donc il y a aussi toute une offre à développer et je n'oublie pas, puisque nous sommes ici à Aix-les-Bains, le thermalisme. Qui est un sujet très important, parce qu'il y a à la fois le thermalisme, entre guillemets, médical, prescrit par les médecins, et puis il y a ce qu'on appelle le thermoludisme, qui lui prend de l'ampleur, quand on voit par exemple ce qui se fait en Vallée d'Ost, en la matière. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire encore en Savoie. Hervé Guémard, quand on vous entend, on se dit mais quel bel ambassadeur pour notre département. Vous nous vendez vraiment une Savoie dynamique, attractive, sportive, préservée. Quand on préside un tel département, on doit être heureux finalement. Ah bah c'est une fonction passionnante. Et d'ailleurs, il y a 5 ans, j'ai fait le choix de ne pas me représenter aux élections législatives. Oui. Pour me consacrer à la Savoie. Et je dois dire qu'évidemment qu'il y a une loi qui a été intervenue interdisant le cumul des mandats, mais même si cette loi n'avait pas été adoptée, c'est le choix que j'aurais fait. Parce que j'ai été très heureux d'être parlementaire, mais je trouve que c'est formidable d'animer un exécutif. Je dis animer parce que je préside pas. Bien sûr que je suis président, mais je veux dire, moi j'ai toujours dans mes fonctions, voulu jouer collectif. On décide pas tout seul. D'ailleurs, y compris que la minorité, souvent, les dossiers sont adoptés à l'unanimité, parce que c'est l'intérêt savoyard qui prime. Donc je remercie vraiment d'abord les Savoyards de me faire confiance dans mon canton d'élection, qui est désormais celui d'Albertville. Vous êtes en binôme avec Martine Berther. Oui, Albertville. Sénatrice. J'ai été avant conseiller général de Moutier, mais il y a eu un redécoupage électoral, donc la loi NOTRe, c'est trop long à expliquer, mais je suis devenu donc conseiller départemental d'Albertville, et puis je remercie mes collègues élus partout en Savoie qui m'ont fait confiance pour animer l'équipe de Savoie. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Nous recevons aujourd'hui pour un entretien exceptionnel Hervé Guémard, président du département de la Savoie. On va faire une courte pause musicale justement avec Oshi que vous retrouverez le 24 juin prochain dans le cadre des Estivales du Château. Et on revient après pour parler un peu des engagements d'Hervé Guémard, tant au niveau de la Fondation Charles de Gaulle qu'au niveau de l'Institut de France. À tout de suite, ne partez pas, 92.1, radiograndlac.com. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. 11h40 bientôt, et ce quart d'heure savoyard qui n'en finit pas. Nous avons encore quelques minutes en compagnie d'Hervé Guémard, président du département de la Savoie, pour cette émission mensuel, je dirais, voilà, que nous voulons faire chaque mois en partenariat avec le département. Alors, Hervé Guémard, nous avons parlé donc de votre fonction de président du département. On va élargir maintenant un petit peu le débat, parce que ce que beaucoup de Savoyards savent, c'est que vous êtes un homme de culture, vous êtes un écrivain. D'ailleurs, je crois que vous aimez même qu'on vous appelle comme ça. Puis maintenant, vous avez le droit au qualificatif de maître, puisque c'est comme ça qu'on appelle les immortels. Oui. Vous avez été élu par vos pairs à l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une structure de l'Institut de France. Et puis on connaît bien sûr vos talents d'écrivain. Pour Malraux, la ligne de force, Bonheur et grandeur, ce livre qui a même eu un prix de l'Académie française, ces jours où les Français ont été heureux. Et puis vous faites aussi des présentations d'ouvrages de Charles de Gaulle. Et je peux dire que quand on lit la présentation
d'Hervé Guémard et le texte de Charles de Gaulle après, je pense notamment au fil de l'épée qui date de 1932, on ne sait plus lequel est le maître, lequel est l'élève. Oui, alors, ça, n'exagérons rien. Si, au niveau du style quand même. Alors, vous êtes immortel. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier Savoyard élu à l'Académie des sciences morales et politiques? Bon, d'abord, l'écriture, depuis toujours, fait partie de ma vie, que je publie ou pas, d'ailleurs, parce que je pense que l'écriture, c'est vraiment une mise à nu et une vérité profonde. Je veux dire, quand on est confronté à la page blanche, quoi qu'on écrive, que ce soit entre guillemets un petit texte ou un texte plus ambitieux. Vous avez connu le syndrome de la page blanche? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas si facile. Quand on lit, on croit que c'est facile. Mais en fait, écrire est toujours difficile. Je crois que c'est l'académicien Angelo Rinaldi qui disait que la littérature, c'était le chagrin corrigé par la grammaire. Voilà, je trouve que c'est assez bien vu. Alors voilà, l'académie, j'en suis évidemment très très heureux, mais j'en suis pas pour autant grisé. Ceux qui me connaissent savent que c'est jamais le cas. Alors en 2 mots, on a une institution qui s'appelle l'Institut de France, qui regroupe 5 académies. L'Académie française, qui est la plus connue, l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui traite de l'archéologie et de l'histoire jusqu'au Moyen-Âge, en gros, l'Académie des beaux-arts, qui porte bien son nom, et enfin la petite dernière, qui a été créée il y a bientôt 2 siècles, s'appelle l'Académie des sciences morales et politiques, dans laquelle il y a des historiens, des économistes, des philosophes, des juristes, des moralistes et des sociologues. Et puis il y a une dernière section qui s'appelle la section générale, qui est celle dans laquelle j'ai été élu, dans laquelle on trouve des diplomates, voilà, des écrivains, des gens de toute catégorie. Et donc on m'a suggéré au début de l'année d'être candidat au fauteuil du cardinal Etchegaray. J'ai accepté cette suggestion et je suis heureux d'avoir été élu au premier tour et d'appartenir maintenant à cette académie. Et d'ailleurs, après mon élection, j'ai appris qu'il y avait quand même un lien avec la Savoie. Ah, voilà. D'accord. Parce que je ne savais pas que le cardinal Etchegaray, dont je vais prononcer l'éloge le 30 janvier 2023 pour mon installation officielle, venait tous les étés en Savoie parce qu'il était copain avec le curé des Bernards de Courchevel, que j'ai bien connu, puisque c'était un copain d'école de mon père, qui est mort maintenant. Il venait tous les étés marcher en Vanoise ou en Haute-Maurienne. Donc voilà un lien avec la Savoie que j'ignorais. Alors, quel est le rôle d'un académicien au sein de cette Académie des sciences morales et politiques? Alors, l'Académie a une partie visible, j'allais dire, qui est que chaque lundi après-midi, il y a une séance qui est publique. C'est-à-dire, tout le monde peut y aller, hein, pas seulement les académiciens, le public, et maintenant c'est évidemment diffusé sur les réseaux sociaux, qui traite chaque année d'un thème différent, puisque dans cette académie, chaque année, le président change et le président de l'année décide du thème de travail. D'accord. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, j'étais intervenu, le thème de l'année, c'était la politique étrangère de la France. Bon, puisque le président de l'Académie cette année-là, c'est le grand historien Georges-Henri Soutou, qui d'ailleurs habite en partie en Savoie, puisque sa femme est savoyarde, et il m'avait demandé d'intervenir, et j'avais fait une intervention sur la France puissance polaire, parce que je suis aussi passionné par les questions arctiques et antarctiques. Donc cette année-là, c'était la politique étrangère de la France. Cette année, le président est un philosophe, un grand philosophe, Rémi Brague, et le thème, c'est sauver. Donc sauver, on écoute aussi bien un philosophe qui vient vous parler de la théorie chrétienne de la salvation, qu'un médecin qui vient vous parler de sauver des vies humaines, qu'une conservatrice de musée
qui vient vous parler de la conservation et du sauvetage des œuvres, etc., etc. Donc chaque année, il y a un thème de travail, et à la fin de l'année, toutes ces communications sont publiées dans un livre qui est publié aux presses universitaires de France. Donc c'est vraiment une manière d'intervenir dans le débat. Donc ça, c'est l'activité générale. Puis il y a d'autres activités, par exemple l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts viennent de publier un rapport sur les éoliennes. D'accord. Plutôt défavorable aux éoliennes, puisque le calcul économique n'est pas formidable, ça abîme beaucoup de paysages. Donc il y a eu un an de travail avec les chercheurs les plus éminents qui ont fait un rapport général sur les éoliennes. À l'automne prochain, du fait de la montée de l'abstentionnisme électoral, il y aura un grand colloque organisé le 4 octobre prochain sur... 4 octobre, c'est l'anniversaire de la Constitution de 58, sur la crise de la représentation démocratique à laquelle on assiste. Voilà. Donc c'est à la fois une académie qui traite de questions historiques, juridiques, mais aussi qui est très en prise sur les questions actuelles. Donc moi, je suis le petit dernier, donc je découvre. Pour l'instant, j'écoute et je m'exprime pas, mais voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et puis donc, depuis quelques années maintenant, vous êtes le gardien de la pensée gaullienne. Vous présidez la Fondation Charles de Gaulle, et on pense, voilà, il y a 82 ans, jour pour jour, comme je le disais tout à l'heure, il était à Londres, à savoir s'il allait pouvoir parler à la BBC. Vous avez un engagement gaullien, je ne dis pas forcément gaulliste exprès, mais gaullien depuis déjà longtemps. Que représente pour vous aussi cette présidence de la Fondation Charles de Gaulle? Et vous, passons après Malraux, après Palevski, après Mesmer, après Mazot aussi, qui a des attaches avec le département de la Haute-Savoie. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être président de la Fondation Charles de Gaulle? Alors d'abord, sur mon parcours politique, c'est vrai que c'est la littérature aussi qui m'a amené au gaullisme à l'adolescence. Malraux, vous l'avez cité, Romain Gary. Romain Gary, bien sûr. Georges Bernanos, même s'il est inclassable. François Mauriac, dans une certaine mesure aussi. Donc quand j'étais au collège, 13-14 ans, j'ai lu Les chaînes qu'on abat, La promesse de l'aube de Romain Gary, etc. Donc c'est ça vraiment qui m'a fait basculer dans la politique et pas le contraire. Et d'ailleurs, si l'expression politique du gaullisme n'avait pas existé, je crois que je me serais pas engagé en politique, parce que je me reconnaissais ni dans ce qu'on appelait la droite à l'époque, ni dans ce qu'était la gauche. Voilà. Donc pour moi, c'est un marqueur effectivement très profond et pas du tout circonstanciel. Donc, quand on m'a demandé en 2018 de présider la Fondation de Gaulle, pour moi, ça a été un honneur, bien sûr. Bien sûr. Alors, je connaissais cette maison, puisque quand j'étais étudiant à Paris, fin des années 70, début des années 80, j'allais travailler à la bibliothèque de l'Institut Charles de Gaulle, qui était moins encombrée que celle de la faculté. Donc, c'est une fonction qui est bénévole, qui est apolitique. Donc c'est la raison pour laquelle je ne participe pas au débat politique national. Certains d'ailleurs peuvent me le reprocher. Voilà, je suis pas prononcé sur les primaires de la droite et du centre. Donc certains en Savoie s'en sont étonnés, mais j'ai expliqué pourquoi. Donc c'est une fonction qui est bénévole, apolitique et qui est absolument passionnante. Alors la fondation, c'est quoi? C'est d'abord premièrement, bien évidemment, de continuer tout le travail de recherche sur ce que présente Charles de Gaulle, mais c'est pas seulement un travail historique qui lui-même est très important, mais c'est aussi de dire quel est le message gaullien aujourd'hui. Bon, je prends 2 exemples. Nous avons organisé d'ailleurs à l'Institut de France l'automne dernier un grand colloque sur la souveraineté. Qu'est-ce que veut dire la souveraineté aujourd'hui? Souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup maintenant, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. J'ai d'ailleurs publié un rapport l'année dernière à l'Institut Montaigne sur la souveraineté alimentaire à un moment où le thème n'était pas à la mode, et maintenant c'est tout à fait d'actualité. La souveraineté juridique dans le monde d'aujourd'hui, la souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc voilà, c'est le cas typique où nous actualisons le message gaullien
et nous disons qu'est-ce que le message gaullien représente aujourd'hui. Deuxième exemple, on vient de publier un livre avec Arnaud Tessier, qui est dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle Demain, la Ve République, où nous réfléchissons à nos institutions. Et c'est un livre beaucoup plus riche que sur le seul sujet des modes de scrutin, mais nous avons publié hier avec Arnaud Tessier, président du conseil scientifique de la Fondation, un article dans Le Monde contre la proportionnelle. Parce qu'on entend dire depuis des semaines et des mois que la réponse à la crise démocratique que nous vivons, c'est de changer de mode de scrutin pour l'élection des députés. Nous n'en croyons rien. Pourquoi nous sommes contre la proportionnelle ? Tout simplement parce que nous pensons que les Français doivent choisir leurs députés et que les partis politiques ne doivent pas le faire à leur place. Parce que si demain, nous avons un scrutin de liste proportionnel pour désigner les députés, ça veut dire que les députés seront nommés par les partis politiques, puisque les têtes de liste seront élues, par définition, et ne seront plus choisis par les électeurs. Voilà un exemple. Autre exemple, alors là où on est dans la recherche historique pure, j'allais dire, mais qui éclaire aussi les débats d'aujourd'hui, nous organisons avec des universitaires israéliens un grand travail sur le thème De Gaulle, Israël et les Juifs, puisqu'il y a eu un malentendu en 1967, au moment après la guerre des 6 jours, dans sa conférence de presse, d'élite sur de lui et dominateur. Donc c'est un sujet qui est très important, qui est toujours d'actualité avec les problèmes du Moyen-Orient. Et donc nous avons décidé de laisser refroidir, entre guillemets, l'histoire et de regarder ce sujet sous le regard d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première mission, c'est le débat intellectuel public. Nous avons beaucoup d'archives, évidemment, et les chercheurs viennent chez nous. Et nous avons un conseil scientifique avec des historiens qui valident tous nos projets. Le deuxième point, c'est évidemment la transmission. Et là, nous travaillons beaucoup avec l'éducation nationale. Pour transmettre l'histoire et le message gaulien. Nous avons des agrégés d'histoire, évidemment, au sein de la Fondation, et nous travaillons avec les lycées, avec les collèges. D'ailleurs, nous avons publié un livre avec l'éducation nationale aux éditions Canopée, qui sont les éditions de l'éducation nationale, qui s'appelle « Enseigner de Gaulle », qui est un manuel scientifique à destination des enseignants en histoire, sur De Gaulle en son siècle. Parce que ce qui est formidable avec De Gaulle, c'est qu'il y a De Gaulle lui-même, et ce qu'il a fait, ses succès, ses échecs, etc. Mais comme il a traversé le siècle, je veux dire, son histoire traverse la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, les relations Est-Ouest, bref, la question sociale, puisque c'était un homme qui était convaincu qu'il fallait allier la liberté économique et le progrès social, et il parlait de cette question sociale toujours posée, jamais résolue, et on y est. Oui, donc la participation, la participation, donc tous ces thèmes sont d'une étonnante actualité. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier, le pilier pédagogique. Et enfin, il y a un troisième pilier, c'est la raison pour laquelle je serai à Colombey demain matin, c'est que nous avons aussi les lieux de mémoire. Donc la Fondation est propriétaire de la Croix de Lorraine de Colombey. Pour le compte de la famille de Gaulle, qui est propriétaire de la boisserie, nous faisons visiter la boisserie, qui est encore en vie, qui a eu 100 ans, qui a eu 100 ans le 28 décembre. À Lille, nous sommes propriétaires de la maison natale et nous travaillons en partenariat avec le conseil départemental du Nord. Et puis à Paris, nous avons notre siège que je vous invite à visiter quand vous venez. Faites-moi signe, parce qu'il n'est pas ouvert au public, mais moi je peux faire visiter évidemment les Savoyards de passage à Paris, 5 rue de Solferino. Et nous sommes en partenariat avec le musée de l'Armée pour l'historial Charles de Gaulle, que je vous conseille aussi, qui est aux Invalides, parce que c'est un musée qui est complètement révolutionnaire, parce que de Gaulle n'a pas voulu de reliques. Donc il n'y a rien à montrer. Madame de Gaulle non plus. Madame de Gaulle non plus. Donc il y a rien à montrer. Donc cet espace gaulien, c'est un espace historique avec de la photo, des films, de l'image, du son, des textes, donc c'est assez formidable. On peut voir juste un manteau du général au musée de l'Ordre de la Libération que le général et nous, à la Fondation 5 rue de Solferino, nous avons la machine à écrire sur laquelle Elisabeth de Miribel, qui d'ailleurs avait des liens en Savoie,
a tapé l'appel du 18 juin. Alors donc, cette maison rue de Solferino, donc c'était le bureau du général de Gaulle pendant sa traversée du désert. Oui, entre 1947 et 1958. Qu'il a quitté le 31 mai 58 pour devenir président du Conseil le 1er juin. Ouais. Et oui, il n'a jamais remis les pieds. Non, il n'a jamais remis les pieds parce qu'il considérait que la période du parti qui était le RPF était terminée. Il a quitté, comme vous le dites, ce bureau pour devenir le dernier président du Conseil de la 4e République. Il n'a jamais remis les pieds rue de Solferino. Et donc, et son bureau n'a pas changé. C'est émouvant de rentrer dans ce bureau qui est... Comme on dit, il est dans son jus. Il est dans son jus. Alors, demain, donc, nous célébrons les 82 ans de l'appel du 18 juin. Il nous reste quelques petites minutes avant le flash info de Maxime à midi. Que représente pour vous aussi cet appel du 18 juin qui est fondateur du gaullisme et de la pensée gaulienne, le 18 juin 1940, pour dire déjà que c'est une guerre mondiale, que la bataille n'est pas tranchée par la bataille de France et qu'un jour la France doit être présente à la victoire. Il fallait être visionnaire quand même, non ? Oui, c'était un homme, comme je le dis, d'après-demain et pas d'avant-hier. Voilà. Et l'appel du 18 juin est tiré au cordeau. Et il n'est pas lyrique. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'il est rationnel. Voilà. Alors il dit oui, on est là pour maintenir la voie de la France et de la liberté. En quelques mots, il dit tout. Mais en quelques mots, il dit et il faut associer à l'appel du 18 juin le manifeste de Brazzaville d'octobre 1940, puisque en octobre, donc l'appel du 18 juin, c'est non, le refus de la défaite. Et voilà pourquoi on va gagner. Qui est incroyable, parce que quand il reçoit Maurice Schumann quelques jours après, il lui dit cette guerre est déjà gagnée, parce que les Soviétiques ne seront pas éternellement avec les Allemands, les Américains vont tôt ou tard rentrer dans la guerre, c'est quand même assez incroyable. Et le manifeste de Brazzaville d'octobre 40, c'est incroyable, puisqu'il refonde l'État républicain, et il dit dès que le territoire national est libéré, nous organiserons des élections, nous rétablirons la République. Donc, entre ces deux textes, alors celui de Brazzaville est très peu connu, mais ces deux textes construisent la nouvelle France. En quelques mots, si vous pouvez nous dire ce qui va se passer demain, puisqu'il y a 50 ans demain que Georges Pompidou inaugurait la Croix de Lorraine. Alors ce soir, tout d'abord, nous avons une lecture avec des comédiens du texte de Malraux qui s'appelle « Les chaînes qu'on abat », puisque c'est dans ce bouquin que De Gaulle dit, ou Malraux fait dire à De Gaulle... Est-ce que tout est vrai dans ce livre ? Peu importe, c'est de la littérature. Et De Gaulle dit, vous verrez, après ma mort, on érigera une croix de Lorraine, ce qui incitera les lapins à la résistance. Voilà. Bon. Donc ce soir, et puis demain, nous avons donc le cinquantenaire de l'érection de la croix. Donc il y a des colloques, des conférences, des signatures de livres, des animations. Donc ce sera un beau moment gaulien dès ce soir jusqu'à demain inclus. Colombais, donc on vous repose la famille de Gaulle, le général, son épouse, et puis sa fille Anne, et puis également Elisabeth de Boissieu avec le général de Boissieu. Hervé Guémard, nous arrivons au terme de notre émission. Il nous reste à vous dire un très grand merci, à vous souhaiter bonne route. Merci, mais je reviens dès demain pour assister aux cérémonies en Savoie qui seront en fin de journée. Voilà. D'accord, donc vous allez faire un aller-retour à Colombais, les deux églises, dans cette Haute-Marne, ce village dont rien n'a changé l'âme ni la place depuis des millénaires. On vous souhaite encore une bonne fête. Merci beaucoup. Puisque c'est la Saint-Hervé. Et puis on vous souhaite à toutes et à tous bon appétit. On vous dit merci d'avoir écouté cette émission exceptionnelle avec Hervé Guémard, président du département de la Savoie. Je laisse la parole à Maxime pour le Flash Info national, local et puis la météo. Merci à toutes et à tous. Bonne journée sur Radio Grand Lac.